Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient pour ce jeudi, le 30 décembre 2021. Je m'excuse. On commence tout de suite avec ce compte rendu, chers téléspectateurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure des différents projets nationaux à la Haute-Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré une série de nouveaux projets nationaux dans divers secteurs de la Haute-Égypte. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des événements de la semaine de la Haute-Égypte parmi les efforts de l'État afin de réaliser une renaissance et un développement pour les habitants de la Haute-Égypte. Voyons ensemble ce compte rendu. De la semaine de la Haute-Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré au gouvernorat de Henna une série de nouveaux projets nationaux. Ces projets aideront à fournir des opportunités d'emploi directes et indirectes. Au village d'El Marajda, dans le gouvernorat de Henna, le chef de l'État a inspecté le développement des services dans le cadre de l'initiative Haya Karima ou Vie décente. Il a inspecté les projets de la restauration des terres agricoles, les fermes de blé et les palmeraies à Toshka, dans la vallée du Sud. À Assouan, le président el-Sisi a inspecté le complexe de Benben pour l'énergie solaire, qui est la plus grande centrale solaire au monde. Et il a inauguré des projets de l'électricité à la Haute-Égypte. Le chef de l'État a également visité la ville de Rorb Sohel, au gouvernorat d'Assouan, pour inspecter les travaux de développement des services dans le cadre de l'initiative Vie décente. Il a de même inspecté l'usine d'urée et de nitrate d'ammoniac IMA et la gare d'Assouan, ainsi que l'exposition d'artisanat patrimonial à la nouvelle ville d'Assouan. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ahmed El-Leithi, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Ahmed. Allô? Oui, bonjour, Dr Ahmed. Alors, comment voyez-vous ces inaugurations qui ont été faites par le président de la République au cours de la semaine écoulée en Haute-Égypte et l'intérêt qu'accorde le gouvernement et l'État tout entier pour cet endroit qui a été délaissé, je dirais, pour des décennies? Pour commencer avec, si je ne me trompe pas, c'est dans l'histoire de la République égyptienne, c'est la première fois qu'un président passe une semaine complète en Haute-Égypte. Je ne me rappelle pas que ça s'est passé avant avec les plusieurs présidents qu'on a eu avant ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'administration présente est en train de mettre un accent sur l'importance de Haute-Égypte dans le contexte du pays, oui, surtout et notamment dans le volet économique de ce qu'on essaye d'achever en Égypte. Je pense, je ne veux pas réitérer tous les détails de nombre de projets que le président a inaugurés dans cette semaine, mais je pense que la stratégie est très très claire. Premièrement, on est en train de résoudre plusieurs problèmes avec la même action. Donc on sait tout ce que la Haute-Égypte a le niveau de chômage plus élevé dans le pays. Oui. On sait tout ce que le moyen de revenus, c'est le plus faible dans le pays. Et on sait qu'on a un problème très important de migration de Haute-Égypte, parce qu'on n'a pas assez d'activité économique vers les grandes villes. Donc, maintenant, ce qu'on est on est en train de commencer par le macro. Ça veut dire que l'Égypte a un défi qui est très important, c'est celui de l'équilibre commercial de l'export vers les imports. Donc, quand on est en train de inaugurer un projet, si je ne me trompe pas, c'est presque 500 000 hectares, pour faire du blé, cultiver du blé. Ça, on est en train de réduire les besoins de l'importation de l'Égypte. Ce qui fait qu'on est en train d'améliorer
la déficit qu'on a dans notre budget entre l'import et l'export. Donc, on est en train de résoudre un problème très important sur le niveau macro. Sur un deuxième volet, on est en train de donner du travail, des opportunités de travail aux citoyens du Haute-Égypte, ce qui veut dire qu'on est en train de réduire le problème de chômage et en même temps, on est en train de résoudre le problème d'immigration vers le capital. Oui. Donc, on est vraiment, on a une stratégie 360 degrés, ce qu'on appelle en gestion. Donc, 360 degrés, on est en train d'adresser des multiples problèmes en même temps avec les mêmes projets. Ce qu'on ne peut pas aussi oublier, c'est l'effort qu'on est en train de faire vis-à-vis l'environnement. Donc, on est en train d'inaugurer, si je ne me trompe pas, et ma mémoire me sert correctement, un des plus grands, surtout, ou le plus grand 6, mais sûrement un des plus grands 10 projets dans le monde, sur la planète, pour énergie solaire. Ok, donc on est en train de vraiment voir le futur, on est en train de protéger l'environnement pour les générations qui viennent après nous. Donc vraiment ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, qui est en train de se passer en Égypte, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans les 40 ou 50 ans passés. C'est un effort très réussite, c'est une très grande réussite. On est en train de voir des choses qu'on n'a pas vues avant et c'est seulement nous donne la confiance dans le pays et dans le futur pour les générations qui nous suivent. Parfait, Dr Ahmed El-Leithi, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information venue de la Libye. Une commission du Parlement libyen s'est refusée lundi à fixer une nouvelle date pour l'élection présidentielle, initialement prévue le 24 décembre, avant d'être reportée, laissant planer le flou sur le sort de ce scrutin crucial. Au cours d'une séance très attendue au Parlement, réunie lundi à Tobrouk, à l'est du pays, cette commission chargée du suivi des élections a présenté un rapport concluant qu'il serait hasardeux de fixer une nouvelle date à ce stade, opposant ainsi une fin de non-recevoir à la date du 24 janvier proposée par la Haute Commission électorale libyenne. La Commission a en revanche préconisé la mise en place d'une nouvelle feuille de route réaliste et applicable en définissant ces étapes au lieu de fixer de nouvelles dates et refaire les mêmes erreurs. La Commission a également proposé la mise en place d'une commission chargée de l'élaboration d'une constitution libyenne supprimée par Mohamed Kadhafi en 1969 et appelée à remanier l'exécutif. La séance parlementaire qui se poursuit lundi n'a pas encore débattu des propositions de la Commission. Et des frappes aériennes israéliennes ont causé d'importants dégâts lundi et mardi, plutôt dans le port syrien de Latakia, la deuxième attaque de ce type en décembre contre cette installation stratégique dans l'ouest du pays. Depuis que la guerre a éclaté en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant des positions de l'armée ainsi que des forces soutenues par l'Iran et des combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah. Le port de Tartous, le plus grand du pays, situé à plus de 80 km plus au sud, est exploité par une société russe. L'agence Sanaa n'a pas fait état de victimes, mais d'incendies et de dégâts matériels significatifs, précisant que plusieurs bâtiments proches du port, dont une clinique et des magasins, avaient été endommagés. Je cite, « Nous ne faisons pas de commentaires sur des informations de médias étrangers », c'est ce qu'a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Et nous enchaînons avec le Koweït. Le nouveau gouvernement du Koweït, le 4e en 2 ans, a prêté serment hier après des mois de tension entre l'exécutif et le Parlement koweïtien de ce riche pays pétrolier du Golfe où les tumultes politiques entravent les réformes économiques. Le gouvernement avait démissionné en novembre
pour la deuxième fois cette année, après avoir accordé l'amnistie à des figures de l'opposition dans l'espoir de sortir le pays de l'impasse politique. Mardi, le pays avait annoncé la formation d'un nouveau cabinet dont les postes clés des ministères du pétrole ou encore des affaires étrangères n'ont pas été modifiés. La famille régnante des Al-Sabah garde largement les leviers du pouvoir, y compris au sein même du gouvernement. Et nous passons à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a annoncé que le port du masque et le respect des mesures de distanciation sociale seront obligatoires lors de tous les événements et activités intérieures et extérieures à partir de ce jeudi 30 décembre à 7 h du matin. Selon l'agence de presse saoudienne, une source officielle du ministère saoudien de l'Intérieur aurait déclaré que la décision a été prise par les autorités sanitaires du pays en raison de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 et de l'apparition de nouveaux variants du virus. Cette même source affirme que toutes les procédures et mesures de sécurité sont soumises à une évaluation continue en fonction de la situation locale et de la situation mondiale. Et nous passons au Liban, frappé par la pire crise socio-économique de son histoire. Le Liban est en négociation avec le Fonds monétaire international, le FMI, pour aboutir à un plan visant à sauver un pays à la dérive depuis 2 ans. Le vice-premier ministre Saad Chami, qui dirige l'équipe de négociation du Liban avec le FMI, a déclaré que les responsables libanais évaluaient les pertes du secteur financier à environ 69 milliards de dollars. Il s'agit de la première estimation depuis le début de la crise économique du pays, l'une des pires au niveau mondial depuis 1850, selon la Banque mondiale, la BM. Cette dernière indique que le PIB du Liban est passé d'environ 55 milliards de dollars en 2018 à 20,5 milliards de dollars en 2021, une contraction brutale qui est généralement associée à des conflits ou des guerres, selon la Banque mondiale. Pour tenter de freiner l'effondrement de la monnaie nationale, la Banque centrale adopte plusieurs taux de change. Elle estime que l'unification de ces taux n'est pas envisageable avant un accord avec le FMI et une stabilité politique. Une délégation du FMI s'est rendue au Liban début décembre pour discuter des politiques économiques du pays avec les responsables libanais. Mardi, le Premier ministre libanais a déclaré que la première réunion officielle avec le FMI aurait lieu le 15 janvier. Et nous passons à présent, chers téléspectateurs, à l'appel à la prière.